Bienvenue dans cet épisode d'Histoire de couple, le podcast qui parle de couple, d'amour et d'eau fraîche. Je suis Clémence, la rédactrice en chef du magazine Rocky, et je reçois régulièrement des couples pour parler d'eux et de leur histoire, sans guimauve ni cynisme. Comment se sont-ils ou elles rencontrés ? À quoi ressemble leur quotidien ? Et qu'est-ce qui les agace chez l'autre ? Vous saurez presque tout à la fin de l'épisode. Aujourd'hui, j'ai le bonheur, non pas d'accueillir, mais d'être accueilli chez Célia et Nicolas, puisque nous avons découvert que nous étions presque voisins, et on s'est dit que le plus simple, c'était d'enregistrer l'épisode chez eux. Merci à tous les deux de me recevoir. Bah de rien. Alors Célia, c'est toi qui m'as écrit au lancement du podcast, presque au début, pour me parler de votre histoire, et plein d'éléments m'ont donné envie de discuter avec vous deux, dont votre rencontre qui a eu lieu sur Internet. Alors si aujourd'hui, le tabou autour de ce mode de rencontre est un peu en train de tomber, c'était pas tout à fait le cas en 2012 quand vous avez démarré votre histoire. Alors on va en reparler, mais juste avant, j'aurais aimé que vous vous présentiez tous les deux et ce que vous faites dans la vie, votre âge. Tu commences ? Allez. Moi je m'appelle Célia, j'ai 24 ans. Je travaille dans une start-up à Paris, je suis rédactrice de contenu. Donc je fais de la communication et un peu de traduction. Donc moi je m'appelle Nicolas, j'ai 29 ans, bientôt 30. Je travaille dans une grosse entreprise du secteur de l'énergie, donc basée en banlieue parisienne. Et je m'occupe de tout ce qui est la section relations tiers et les permis de construire et les autorisations de travaux, grosso modo. Ok, super. Et alors cette rencontre en 2012, comment ça s'est passé ? Bon, je vais devoir donner une petite anecdote. Donc c'est sur un célèbre site qui a pour logo un chariot avec une femme qui met un homme dedans, généralement. On n'a pas du tout trouvé ce que c'était. Voilà, je pense que tout le monde voit ce que c'est. Donc j'ai envoyé un charme à Célia parce qu'elle habitait pas loin de chez moi et je me suis dit, vraiment super jolie. Et elle m'a superbement ignoré. Voilà. Donc, en désespoir de cause, comme mon abonnement allait finir, j'en ai envoyé un deuxième, genre 3 semaines plus tard, en me disant « Allez, peut-être que voilà ». Et elle a répondu. Et voilà, on a commencé à parler, je sais pas, on a parlé 1 mois sur le site, un truc comme ça. Ouais. À peu près, avant de se rencontrer finalement... vite fait, on se voyait de temps en temps, puis on s'est vu à une... Tu vas à tout à lire, parce que j'ai Tous les détails d'un même seul pas eu Ouais. le temps de demander. Bah vas-y, je t'en prie. J'ai même pas eu le temps de demander à Célia si tu avais vu ce charme ou si tu l'avais laissé passer. Le premier, je m'en souviens pas. Ok. C'est vrai que quand on est une fille sur des sur des applis de rencontres comme ça, c'est pas pareil que pour les mecs. Mais le deuxième, je m'en souviens. J'étais allée lire sa description, ça m'avait beaucoup plu. Je trouvais ça très poétique. Et du coup, là, j'avais répondu et c'est vrai qu'on avait échangé avant de se rencontrer un peu plus tard. Ok, donc vous parlez à peu près pendant 1 mois sur le site et Ouais. après vous décidez de vous rencontrer. C'est ça. C'était quoi l'état d'esprit dans lequel vous étiez l'un et l'autre avant cette rencontre ? L'état d'esprit. Moi, j'étais un peu peut-être en désespoir sentimental. Ok. Vraiment pas d'histoire sérieuse. J'en avais une en dernière année de fac qui avait été assez désastreuse. Et depuis, rien de sérieux. Donc c'était vrai que j'étais un peu en recherche de quelque chose de plus sérieux. Et ça fait 7 ans, donc c'est plutôt pas mal. Spoiler. Donc ouais, j'étais un peu stressé aussi, parce que est-ce que j'allais lui plaire réellement ou pas ? Voilà, c'était toute la question. Les photos sur le site, c'est bien. Se voir en vrai, c'est autre chose. Ouais. Et toi, Célia ? Moi j'avais 17 ans, donc j'étais une ado très réservée, pas confiance en elle comme beaucoup de filles à cet âge-là. Et je pense que j'avais besoin d'affection en fait, donc c'est ce que je recherchais un peu avec les réseaux sociaux, tout en n'étant pas très confiante, en ayant un peu honte de cette façon de rencontrer des gens, quoi. Et puis c'était tabou à l'époque, comme tu l'as dit. Enfin, ça s'est vraiment démocratisé qu'après. Et du coup, les premiers échanges s'étaient bien passés, donc j'avais mis un peu toutes les chances de mon côté, donc ça allait, mais voilà, pour moi, c'était un peu léger, quoi. Il y a eu beaucoup de rencontres comme ça où j'attendais de voir ce qui allait se passer. Voilà. Je suis arrivée, j'avais pas trop d'a priori, pas trop d'attentes finalement. Ok. Vous aviez l'un et l'autre déjà fait des rencontres par ce biais Enfin, vous étiez allés jusqu'au stade de la rencontre IRL in real life, Moi, un petit peu, mais rien de concret, quoi. Okay. Enfin, vraiment.
Moi, j'avais rencontré une fille que j'avais rencontrée sur un jeu vidéo. Ok. Voilà. Donc, Nicolas est un peu sorte geek. légèrement. Et puis bon, ça c'était vite terminé, on va dire, mais oui, voilà. Ok. J'avais déjà, disons, une vie sur l'ordinateur très développée, quoi. Ok. Et du coup, le fait de passer après au réel, c'était déjà quelque chose que vous aviez l'un et l'autre un peu fait. Ouais. Et, ok. Mm. Et du coup, quand vous vous êtes rencontrés, qu'est-ce que vous avez pensé l'un de l'autre? Comment ça s'est passé? Est-ce que c'était facile de continuer à se parler, mais cette fois en face à face? La première impression, j'ai déjà dit, mais c'était pas très glorieux pour moi. C'est violent. Hein. Ouais, je trouvais qu'il faisait un peu paumé physiquement. Enfin, il prenait pas trop soin de lui et tout. C'était un peu geek, quoi. Donc, c'est passé vraiment par les échanges après la discussion qu'on a eue où il a été très touchant dans ce qu'il a pu me dire. Parce que très rapidement, on a connecté en fait sur pas mal de sujets. Et donc, c'est plus passé par là. Et puis, au fur et à mesure du temps, on s'est un peu apprivoisé et ça se passait très, très bien. Mais c'est vrai que la première impression, c'était pas le mec apprêté ou quoi. C'était pas ce que je recherchais spécialement, mais c'est passé par autre chose, on va dire, quoi. Ok. Et toi, Nicolas? Attends, juste, quand est-ce que tu lui as dit ça? Parce que tu dis longtemps après. Longtemps après. Ouais, très longtemps après. Il l'a pas très bien pris. Non. Ok, bon, on en reparlera peut-être. Mais du coup, toi, Nicolas, je dois admettre que tu- c'est vrai, j'étais pas très bien apprêté. Moi, pour le coup, j'ai été assez subjugué parce qu'elle était jeune, jolie, avec une petite fragilité qui se voyait quand même, et j'ai beaucoup apprécié ça. Mais voilà, c'est vrai que après coup, pour donner un peu le contexte, à l'époque, j'avais une voiture de sport rouge, genre coupé machin, et j'étais en formation forestier, donc complètement crado. Donc déjà, c'était totalement l'opposé. Mais voilà, je peux comprendre après coup que effectivement, paumé, on va dire que c'est un petit terme qui passe bien. Mais ouais, moi j'étais heureux de l'avoir en fait, parce Ok. que j'ai assez rapidement accroché au final. On s'était beaucoup parlé avant, donc forcément, on va dire intellectuellement, il y avait quelque chose qui se passait déjà. Mais physiquement, après, je me suis dit, ouais, il y a vraiment un truc là. La connexion était Ouais. là aussi Ouais. en réel. Et toi aussi, Célia, du coup, c'est Oui, oui. vite venu Oui. dans votre conversation. Oui, j'étais rapidement attachée à lui quand même, vu qu'on avait des échanges déjà assez profonds. Donc, ça me parlait beaucoup et intellectuellement, on connectait, ce qui est très important. Donc, Oui. en plus, il faisait pas de faute d'orthographe, donc c'était bien. Ça, c'est un critère important. J'étais grand et brun, c'est très important aussi. Il y avait 3 critères principaux comme ça. Donc non, ça s'est bien passé. Enfin, même si a priori, c'était juste une façade en fait. Donc Ok. voilà. Et alors, du coup, vous avez 5 ans d'écart. 5 ans c'est d'écart, ça ouais. Ouais. Est-ce que l'un et l'autre, ça a été une inquiétude à un moment, un sujet, ou pas du tout? Peut-être pas. Bon, on en parle avec légèreté, je pense. Ouais. Mais pour moi, c'est pas du tout un problème. Aujourd'hui, c'est pas du tout un problème. Au tout début, justement, on va dire le lendemain de notre réelle rencontre qui s'est passée à une soirée chez une amie de Célia pour fêter la fin du lycée. J'ai ramené Célia chez elle parce qu'elle se sentait pas très bien, donc je l'ai ramenée chez elle. Chez tes parents, du coup? Ouais, chez ses parents, du coup, dossiers. les dossiers. Et en fait, il se trouve que son père était le commandant de la gendarmerie du coin. Voilà. Et que du coup, quand il est rentré le midi, la première image que j'ai eue de lui, c'est qu'il a mis son revolver dans son coffre-fort et il m'a tendu la main en me disant « Bonjour, vous avez rien contre la gendarmerie, j'espère ». Et là, honnêtement, j'étais pas serein. Non, mais les pinces sans rire, donc c'était pas. Oui, c'était je une sais. blague, mais. Mais je l'ai su qu'après, quoi. Oui, Et sur du le coup, moment, c'est pas. voilà. Si tu le connais pas, tu pouvais pas trop si Non, c'était du c'est lard ça. ou du J'ai un air cochon, assez sérieux, donc Ouais. c'est pour Et ça. du coup, on a brûlé les étapes très vite, puisqu'au Ouais. final, j'ai mangé avec eux le midi. Et donc, j'ai rencontré mes beaux-parents au bout de 2 jours de relation réellement commencée, quoi. Ouais, si j'avais pu, j'aurais fait autrement, je pense. Ouais. À cet âge-là, je sais pas, je vivais dans un autre monde, je crois. Donc, c'est vrai que c'est pas la rencontre la plus romantique qui soit, quoi, et la plus dans les formes, on va dire. Surtout à l'époque. Ouais. C'est pas la présentation très officielle. Ah non, voilà, Pas c'est. franchement, non. Aux parents. Non. Et du coup, est-ce que tu as dit à tes parents comment vous vous étiez rencontrés à ce moment-là ou
Encore aujourd'hui, ils savent pas qu'on s'est rencontrés Ouais. sur Internet. C'est vrai Enfin, Ouais. c'est plus un secret aujourd'hui. Ok. J'ai pas l'occasion de l'aborder. Et, ça compte plus pour moi en fait. Ouais. Mais c'est vrai que je leur ai jamais dit. À l'époque, j'avais honte de ça aussi, puisque c'était symptomatique du fait que je me sentais pas bien dans ma peau ou quoi. Mais oui, aujourd'hui, voilà, je trouve pas l'occasion. Et puis, honnêtement, j'y pense pas, quoi. Mais Oui, c'est vrai que 7 ans après, venir dire. Et au fait, on s'était rencontrés Oui, sur c'est un peu Internet. bizarre. Avant la soirée, on s'était déjà parlé sur C'est ça. Internet. C'est un peu bizarre. Exactement. Ouais. donc, et puis, c'est pas trop ça qui nous définit aujourd'hui. Enfin, Ouais, je comprends. voilà. Quand on revient dans le temps, ça fait bizarre de parler de cette époque parce que c'est tellement pas ça qui nous définit aujourd'hui. Ouais, et puis au final, je sais même pas du coup qui est au courant de la version officielle et qui est au courant de la version officieuse. Oui, on a toujours Ça se fait trouve, 2 on a- versions. voilà. Pour, Il y a toujours la Quand version on n'assumait faite et pas. la version internet, et il y a des gens qui sont au courant de l'un et de l'autre. Bon, voilà. voilà. Parce que ni l'un ni l'autre ne sont. Enfin, c'est pas un mensonge. Vous êtes Non, c'est vous ça. rencontrés Non, en finalement. vrai à la fête. C'est donc, ça, on a juste omis certains détails. Ok, super. Et donc, du coup, toi, à ce moment-là, c'est là tu finis ton lycée, donc Ouais. tu vas démarrer tes études. Ouais, je venais d'avoir mon bac. Voilà. Et du coup, tu me disais dans ton mail que vous avez très vite été à distance. Ouais. En fait, parce que t'es parti pour tes études ou c'est toi, Nicolas, qui travaillait pas à Moi, ce j'étais moment-là encore en études à ce T'étais moment-là. encore en études, Ouais. ok. J'avais fait 4 ans de fac très laborieux, on va dire, en géographie à Orléans. Et j'étais parti sur un BTS gestion forestière au fin fond de la Lozère. Qui, du coup, ça fait presque 500 km avec le Loiret, là où on s'est rencontrés. Mais surtout Et- qu'après, j'ai commencé mes études Et à ouais, Paris, et en toi, t'as fait. commencé tes études à Paris, et du coup, vu que j'étais en alternance, on ne se voyait pas déjà pendant 15 jours. J'étais en cours, et après, pendant 15 jours, j'étais en stage. J'avais réussi à trouver un stage en Seine-et-Marne. Donc ça allait, on pouvait se voir de temps en temps, mais bon, directement, dès le début, on a été à distance, quoi. Il s'est passé les grandes vacances, en fait. Oui, mais même là, j'ai travaillé, donc on Ouais. n'était pas ensemble. Et C'est directement après, j'ai commencé mes études. Mhm. Et c'était des périodes de 3 semaines, 2 semaines où on se voyait pas. Ouais, c'est ça. Donc, par intermittence, comme ça a été en pointillé. C'était 3 semaines sans se voir, quelques jours 2 ensemble. semaines en se voyant. Et encore, Ok. moi, j'allais en cours et toi, tu travaillais. Donc, Oui. on s'est toujours vus les week-ends. Hmm. Voilà. Mais Mais on se voyait pas trop la semaine. Des Non. fois, j'allais dormir à ton appartement, mais sinon, ouais, je rentrais chez moi, donc on se voyait le week-end, quoi. ouais. Déjà. Avec des coupures de 2-3 semaines à chaque fois, quoi. Et comment vous l'avez vécu, ça, cette période à distance qui a duré en plus que... Oui, qui a duré 6 ans. Qui a duré 6 ans. C'est extrêmement long. Ouais. Bah, au début, moi, je pense que j'intellectualisais pas trop la chose, en fait. Je le vivais juste comme ça. Et vu que c'était le début, peut-être que je me mettais moins la pression ou quoi. Par contre, plus tard, enfin au bout de 3 ans, je pense, ça a commencé à devenir compliqué. Surtout à la fin, c'était très très compliqué. Et je pense qu'on a vécu chacun des moments compliqués, difficiles à vivre. Parce que le fait d'être loin de l'autre, au bout d'un moment, c'est pesant. Moi, je pense que, bien sûr, j'accordais la légitimité à notre couple, mais c'était pas pareil qu'un couple qui vit ensemble et qui peut faire des choses normales, qui se retrouve le soir, pendant la semaine, en fait. Et on avait ce rythme-là, mais ouais, au bout d'un moment, on a vraiment eu du mal à le vivre. C'était parfois très difficile. Bah, disons que déjà la première année, tant que j'étais encore en études au fin fond de la Lozère, c'était une sorte de fatalité déjà. Donc bon, on pouvait pas faire autrement, quoi, puisqu'il fallait finir les études, quoi, que j'ai au moins un diplôme après le bac. Et en plus, après, le premier boulot que j'ai trouvé après mon BTS, il était basé en Charente, donc c'est pas vraiment la porte à côté par rapport à Paris, et je me déplaçais dans toute la France. Donc du coup, même si en soi je me déplaçais, j'étais toujours loin de Paris, et donc je pouvais pas être avec Célia la semaine. Et j'ai fait ce boulot-là, donc dans 2 entreprises différentes, mais j'ai fait ce boulot-là pendant 4 ans. Et donc, où en fait, toutes les semaines, j'étais en déplacement et on se voyait que le week-end. Et au début, pas tous les week-ends encore, je crois. Non, pendant longtemps, Ouais. on s'est pas vus tous les week-ends. Ouais. C'est au bout d'un moment, je crois, quand j'étais en 4e année, on a commencé à pouvoir se voir tous les week-ends. Et là, ça a été libérateur pour nous, alors que pourtant, c'était pas du tout optimal. Enfin, on l'a quand même très mal vécu. Ouais. Mais quand on a commencé à pouvoir se voir plus régulièrement comme ça, où on savait que c'était sûr qu'on se voit tous les week-ends, là, ça a commencé à être déjà mieux, quoi, je pense. Est-ce que ce qui était dur, c'était de se dire qu'il n'y avait pas forcément de date de fin? Parce que souvent, si on se dit, ok, bon là on est à distance, mais ça va durer 6 mois, le temps de terminer le master,
2 ans le temps d'obtenir cette promotion qui va me permettre de me rapprocher ou ce concours qui va me permettre de me rapprocher. Là, vous étiez un peu dans le flou sur le fait que est-ce que vous alliez réussir à trouver chacun un travail dans la même ville C'est ça aussi. Il y a ça, surtout que Célia, avec ses études de traductrice, se dirigeait plus vers un travail urbain. Et moi, avec mon diplôme... potentiellement à l'étranger. Et potentiellement à l'étranger. Et moi, avec mon diplôme de forestier, c'était clairement plus à la campagne, quoi. C'est 2 mondes vraiment différents. Ouais, 2 mondes vraiment différents. La question se posait aussi de savoir si on allait pouvoir... trouver un rapprochement un jour. Voilà, en fait, trouver un équilibre. Et ça, c'était vraiment... et on ne savait pas quand est-ce que, du coup, on vivrait vraiment ensemble. Mais ce qui était difficile aussi, d'une semaine à l'autre, c'était de sans cesse devoir se dire au revoir. Ouais, ça, les horribles lundis matins. Les lundis matins, quand il partait, c'est des souvenirs. Moi, je lui dis des fois, je vivais comme en sursis en attendant qu'il revienne. Enfin, vraiment, c'était ça, quoi. Au bout de 4 ans de relation, ça devenait pesant à force, quoi, forcément. Donc, je pense qu'il y a ces 2 aspects. Voilà, ne pas savoir quand est-ce qu'on pourrait enfin vivre ensemble avec certitude et se dire au revoir chaque semaine, quoi. Puis en plus, avec l'épuisement du travail, de partir le lundi matin, je partais vers 4h, 4h30 en général. Je rentrais le vendredi soir vers entre 20h et 22h. Donc j'étais un peu rincé, donc je dormais beaucoup et du coup on pouvait pas énormément profiter non plus, quoi. Et comme j'étais tout le temps dehors et que je suis un peu un pantouflard, j'avais pas trop envie de sortir le week-end, ce qui forcément énervait Célia puisqu'elle était tout le temps dedans. Donc ça n'a pas forcément été une période très très simple. Ouais. Disons que le cap qu'on avait, c'était de dire écoute, tu finis ton master déjà. Tu fais tes 5 ans d'études et déjà à partir de là on verra ce que toi tu fais et comment moi je vais pouvoir m'adapter, quoi. Ok. Et alors je reviens juste sur cette histoire de pantouflard et de faire des trucs le week-end parce que je pense que c'est un sujet intéressant et qui doit se poser dans certains couples. Qu'est-ce qui coinçait exactement, enfin coincé, c'est peut-être pas le bon mot, mais en tout cas, toi, Célia, t'avais envie de sortir le week-end parce que tu travaillais tu étudiais la semaine et que t'avais moins d'occasions de sortir. Et toi, c'était l'inverse, Nicolas, tu sortais la semaine avec des collègues ou... Non, c'est que je travaillais en extérieur. Tu travaillais sur le terrain. Sur le terrain. Quand tu disais sortir, c'était... Toi, vraiment, t'avais envie d'être entre 4 murs. Ouais, c'est ça, un peu tranquille, quoi. Enfin, aujourd'hui, ça n'a pas beaucoup changé. Il travaille dans un bureau et il aime bien rester à la maison. C'était un peu une excuse, je crois. C'était une bonne excuse à l'époque, ouais. Mais oui, et puis moi j'ai toujours été habituée avec mes parents à faire des choses le week-end, etc. Et je pense que j'avais besoin de construire des souvenirs à ce moment-là et surtout profiter au maximum. Enfin, c'était très précieux. L'idée même qu'on puisse passer un samedi ou un dimanche l'un sans l'autre, alors qu'on aurait pu être ensemble. Enfin, pour moi c'était impensable et ça devenait très douloureux, quoi. Après, moi je suis très, mes émotions sont très exacerbées, donc forcément j'avais ce côté très dépendant aussi. Où le bien-être dépendait de sa présence et forcément j'avais besoin d'être avec lui le week-end et pour moi c'était important de remplir les journées, de faire des activités, de sortir et sinon j'avais l'impression d'avoir passé du temps à rien faire et d'avoir gâché le week-end, quoi, si on sortait pas ou quoi. Donc, mais je pense qu'il y a à la base 2 mentalités un peu différentes où moi j'ai plus envie de sortir, de ville et tout, que lui aime plus le calme, être chez lui, quoi, tranquille. Puis un peu geek aussi, donc forcément... Un peu. Si t'as moins le temps de jouer la semaine, effectivement. Ah bah non, c'est ça. Vite le week-end. Ouais. Je comprends très bien. Ok. Donc, ce que tu disais, là, je rebondis sur ce que tu disais, Célia, à l'instant, sur le côté un peu dépendant. Est-ce que c'est un truc que t'as découvert au fil de la relation ou est-ce que tu en avais conscience avant de démarrer cette relation ? Comment vous l'avez géré après, pendant la relation ? Je pense que je l'ai découvert au cours de la relation. Au bout de plusieurs années, surtout à force de devoir se séparer sans cesse comme ça, je me suis rendu compte que il y a plein de choses que je peux pas faire sans lui. Même globalement dans la vie, après ça c'est très personnel, mais il y a des choses que j'arrive pas à faire toute seule parce que j'ai beaucoup de freins et voilà, beaucoup de choses qui sont difficiles pour moi. Et du coup, lui me donne la force de les faire. Il y a des choses où je suis plus indépendante quand je suis avec lui, quoi. J'y arrive mieux. Ça me simplifie la vie, en fait. Ça me donne du courage et tout devient agréable quand je suis avec lui. Voilà. On a fait des progrès quand même par rapport au début. Aujourd'hui, tu peux rentrer dans une boulangerie et demander du pain toute seule. Ouais, même ça, c'était une épreuve. J'ai beaucoup de freins comme ça. Un peu d'anxiété sociale. Ouais, un peu, voilà. Mais Nicolas est très présent sur tous ces sujets-là. Il m'a beaucoup aidé dans plein de choses, plein de difficultés comme ça.
Donc c'est pour ça que j'attendais aussi ces moments où il allait revenir, parce que c'est ça qui me donnait la force de faire des choses, en fait, et le courage, et qui enlevait la peur que je pouvais avoir dans plein de situations. Puis il y avait un peu aussi une espèce de dépendance amoureuse d'un côté comme de l'autre, puisque je crois qu'en fait en presque 7 ans de relation, et du coup en 5 ans de travail à distance et d'études, les fois où on ne s'est pas appelé le soir au téléphone, ça doit se compter sur les doigts des 2 mains. Donc c'est oui, vraiment des rituels comme ça. Ouais, le rituel, vraiment le besoin de s'appeler et de se raconter, comme tu disais dans ton interview, dans ton podcast. Un épisode qui est paru. Ouais, c'est ça, juin. exactement. De se raconter ce qu'on a mangé le midi, et de se raconter, moi comme je travaillais sous les lignes électriques, alors j'ai fait tel village, je suis passé par telle rue qui avait un nom rigolo, bon voilà, et de se raconter presque toute la journée, c'était un besoin de partager avec l'autre, comme s'il était à côté, mais sans l'être, quoi. Mais même encore aujourd'hui, parce qu'on s'est toujours envoyé beaucoup de messages dans la journée. Je veux dire, aujourd'hui, ça n'a pas changé. Alors qu'on se voit tous les soirs, on se raconte le moindre détail dès qu'il y a un truc drôle, ou on a besoin de se le raconter, quoi. Donc, ouais, complètement. Est-ce que, du coup, vous vous reconnaissez dans le terme couple fusionnel ou pas ? On y a réfléchi. Ouais. Je pense un peu. Complètement. Pas à l'extrême, mais quand même. On partage énormément de choses, et on est tellement connectés mentalement que, je pense. Beaucoup de couples diront ça, surtout après autant de temps ensemble, mais oui, forcément. C'est une partie de moi, et quand je suis loin de lui, les rares fois où ça m'est arrivé depuis qu'on habite ensemble, c'était une épreuve terrible à traverser, quoi, parce que je me sens pas complète quand il est pas là, quoi. Donc quand t'es parti en Allemagne, par exemple. Quelques jours pour le travail, 2-3 jours, une petite semaine. C'était compliqué, quoi. Ouais. J'ai l'impression de refaire un bond en arrière. Des adieux, quoi. Surtout pas, faut pas revenir à ça, quoi. Le traumatisme est encore présent. Ok. Alors, je veux bien qu'on parle de justement l'installation ensemble, si vous voulez bien. Pas de souci. Comment ça s'est passé ? Parce que quand on a été pendant 6 ans à distance, à vivre chacun, même si vous partagez les week-ends, ça reste quand même un peu différent d'avoir tout d'un coup toute la logistique d'un seul et même appartement à gérer à 2. Comment ça s'est passé ? Alors moi, je me sentais bizarrement, par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, ça paraît bizarre, mais vu que j'ai vécu toute seule depuis mes 17 ans, j'étais assez indépendante, j'avais pas de crainte sur le plan logistique, des choses comme ça. Après, sur le plan relation, même si on se voyait que le week-end, je trouve que on s'est vraiment beaucoup apprivoisé, on a vraiment appris à se connaître, et avec les difficultés qu'on a pu traverser et le soutien qu'on a pu s'apporter mutuellement, je trouve qu'on se connaissait vraiment. On a une relation qui, à mon sens, est quand même très profonde, et qui fait qu'il n'y a pas trop eu de surprise, honnêtement. On se connaissait déjà, quoi, en fait. Oui, après toutes ces années à parler autant, forcément, il y a une différence, le rythme n'est pas le même. Mais il a fallu s'adapter un petit peu, quand même. Oui, il y a eu des ajustements, mais ça s'est très bien passé. Globalement, pour moi, je trouve que ça s'est très très bien passé. Je pouvais avoir une crainte sur les tâches ménagères ou quoi, parce que quand il venait avant chez moi, il venait toujours chez moi, vu qu'il n'avait pas de chez lui, il était tout le temps en vadrouille avec son travail. Il venait chez moi, forcément le week-end il se reposait, donc je me retrouvais à faire les trucs. Et puis moi je suis un peu caractérielle, donc des fois je m'énervais un peu pour certains trucs. Mais non, on s'entend parfaitement. Vous aviez déjà eu cette discussion avant, c'est ce que tu... Oui, bien sûr. Et non, finalement, on a les mêmes valeurs, les mêmes façons de voir les choses. Le concept de charge mentale est bien maîtrisé par nous deux, et bien, du coup, c'est bien réparti, quoi. Donc à ce niveau-là, il n'y a pas eu de problème. J'ai découvert complètement le concept de charge mentale avant qu'on emménage ensemble. Et c'est vrai que ça m'a fait réfléchir. On dit, ouais, effectivement, je peux être un boulet, donc il va falloir changer ça. Et donc du coup, je me suis adapté. Et quand on a emménagé ensemble, on a tout de suite trouvé nos tâches fétiches chacun. Ah, alors ça m'intéresse. Du coup, vous fonctionnez pas où c'est genre chacun une lessive en alternance, et plutôt chacun a son type de tâche dans lequel il est expert.
Ok. J'adore passer l'aspirateur, Nicolas adore faire la serpillière. Ouais, je déteste l'aspirateur. Voilà, moi par aussi, exemple. moi aussi. Ouais. Quel engin du démon. Moi, je trouve Ouais. ça très satisfaisant, donc ça nous va très bien. Et après, non, c'est très spontané. Je fais peut-être plus souvent à manger, quoique la vaisselle, c'est plus toi, parce que Ouais. je suis un peu... j'aime pas trop ça. À mettre les mains dans l'eau sale. Voilà. Mais non, après, c'est des tâches... Enfin, je veux dire, ça vient assez naturellement. Je Ouais. pense pour les lessives. Enfin, je me rends compte que je dois quand même anticiper beaucoup de choses. C'est pas que lui veut pas le faire, mais c'est qu'il a peut-être pas le réflexe de le faire. Ou des fois, moi, ça va m'empêcher de dormir, de penser à tel truc. Je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui se reconnaissent là-dedans. Mais toi, tu l'as peut-être moins, Nico. Mais enfin, globalement, je me plains pas du tout. C'est vraiment. Je suis déjà très tête en l'air de base. Donc, Ouais. par exemple, je dois appeler la Sécu depuis 3 mois, je l'ai toujours pas fait. Donc, bon, voilà. C'est pas moi qui te jetterai la première. Voilà. Mais non, enfin, globalement, on s'entend très bien. On a ces mêmes valeurs, encore une fois, qu'on partage. Donc, Ouais. Mais alors, justement, pour les valeurs, si vous voulez en parler, parce que tu me disais dans ton mail, Célia, que par exemple, vous étiez tous les deux véganes. ouais, c'est ça. Ouais. Enfin, végétalien, plus végétalien. exactement. Ouais. Ouais. Mmh. Ok. Est-ce que c'est un truc, une démarche que vous avez fait ensemble, ou chacun de votre côté, ou l'un l'a fait d'abord, puis après a convaincu l'autre? Ouais, c'est plutôt ça. C'est plutôt ça, ouais. Ouais, au début, je pense que je suis assez ouverte d'esprit de nature. Et j'en entendais beaucoup parler du végétalisme, droit des animaux, etc. L'écologie, c'était un truc auquel je m'étais jamais vraiment intéressée. J'ai pas franchement grandi là-dedans, donc naturellement, je m'y intéressais pas spécialement. Et finalement, à force d'en entendre parler, d'ailleurs, je crois que j'avais lu un article de Mademoiselle, c'était de Fab, qui avait écrit l'article sur Cospiracy. Ah Et oui. voilà. Je mettrai le lien dans la description. Et il expliquait que ça lui avait fait avoir un déclic. Et du coup, quelques mois après, quand je m'en suis rappelée, quand j'ai eu un compte Netflix, j'en ai profité pour le regarder. Ça m'a fait un déclic et là, j'ai commencé à remettre en question un peu ma façon de faire les choses. J'ai été très marquée par ce que j'ai vu et je me suis dit que je pouvais pas cautionner ça parce que je suis quand même assez sensible et tout, donc forcément, ça m'allait pas. Et au début, j'en parlais un peu à Nico, qui était très très réfractaire. Complètement. Mais j'avais pas pour but de le convertir à quoi que ce soit, mais voilà, comme ça m'avait marqué, je voulais lui en parler naturellement comme tous les sujets, on se parle de tout, donc finalement vu qu'il est très curieux, il a regardé, il s'est intéressé et puis il a rejoint le côté vegan de la force. Voilà. Ouais, c'est vrai. Ça, déjà, je pense que ça simplifie la vie quotidienne pour le coup, Ouais. d'être à deux, C'est clair. d'avoir le même genre de régime alimentaire. Ouais. Mais Déjà, comme on était encore à distance à cette époque-là, on se voyait que le week-end, donc bon, ça me dérangeait pas de manger végétarien à l'époque le week-end. Je continuais à manger ma viande la semaine, entre guillemets, et parce que je suis issu d'une famille vraiment viandarde à la base, famille du sud-ouest, la grand-mère qui fait les foie gras et les magrets de canard, et les confits, bon voilà quoi. Il y a un bon repas, il y a forcément un rôti, donc bon. Et puis du coup, comme avec mon travail, j'étais très souvent en contact de fermiers, etc., et que je voyais les petites exploitations, je me dis non, c'est pas possible, ça peut pas se passer comme ça. Et puis en fait, quand j'ai commencé à me sensibiliser, je me suis dit, si en fait ça se passe comme ça, même dans les petites exploitations, c'est pas tout beau tout rose, et j'ai eu mon déclic en regardant Cospiracy avec Célia, du coup. Et puis le deuxième film dont j'arrive jamais à prononcer le nom. Je ferai pas l'accent là, mais je vais le faire à la française, What the Health, Ouais, voilà. qui est aussi sur Netflix et qui parle de l'impact de l'alimentation carnée sur la santé. Ouais, Et, ça a vraiment été le gros déclic. Qui est pour moi, assez quoi. édifiant aussi, ouais. Ça t'a marqué. Ouais. Donc voilà. Donc j'ai pas essayé de le convaincre. Quand j'ai vu que ça prenait pas spécialement au début, on s'est un peu disputé même à ce sujet-là. Un petit peu. J'étais pas content. Et finalement, je l'ai laissé faire son chemin tout seul. J'attendais rien de spécial, mais juste, je lui ai dit de regarder. Et puis, il s'est fait son opinion tout seul, quoi. alors, tu dis dispute, c'est un bon prétexte pour amener le sujet. Est-ce que vous vous disputez et comment ça se termine? Ta dernière question est très intéressante. Ouais. Je trouve qu'on se dispute pas énormément. Non, ça va. Quand on se dispute, c'est souvent pour des broutilles, 3 fois rien, mais du coup, pour ces disputes-là, il suffit qu'il ait une attitude qui me fasse rire ou qu'il fasse une blague ou quoi, et je suis morte de rire, et du coup, on rigole et ça va.
Après, il y a les grosses disputes Ça arrive aussi. Ouais, qui peuvent partir loin, mais qui sont plus rares. ouais, c'est quand même très rare. Ouais. Est-ce que vous avez un exemple ou un sujet sur lequel il y a eu... Je pense que ça part de rien en général. Ouais. Mais comme je disais tout à l'heure, j'ai un peu une sensibilité à fleur de peau. Je pense qu'il joue beaucoup là-dedans. Où Nicolas est peut-être plus calme, il va plus tempérer les choses. Et J'arrondis beaucoup les angles. T'arrondis beaucoup les angles, ouais. Et moi, je l'admets, beaucoup moins. Du coup, dès que ma sensibilité est un peu heurtée, j'attends qu'on soit là tout de suite pour comprendre. Et c'est vrai que ça, surtout au début, ça a été difficile à comprendre pour toi, parce qu'on avait des fonctionnements vraiment différents. Et après, au fur et à mesure du temps, on a appris à se connaître, à s'apprivoiser. Donc, c'est vrai que quand il y a des grosses disputes comme ça, toi, tu sais mieux comment gérer les situations. J'essaye en tout cas. Comment te désamorcer, du coup? Ouais, c'est ça, un peu exactement. ça. Et il faut faire redescendre les choses, quoi. Ouais. Disons que ça va dépendre. Il y a des fois où je vais tout de suite comprendre que Célia, elle est partie dans un espèce de cercle où son hypersensibilité fait qu'elle part très loin, très vite, très fort. Et du coup, tout de suite, j'ai le déclic de me dire, oh, attention, il faut que tu essayes de la calmer, etc. Donc là, des fois, j'y arrive. En général, c'est quand c'est pour des broutilles, et quand c'est pour un truc un peu plus qui atteint ma fierté et mon ego personnel. Ce qui est normal aussi. Hein. Voilà, j'ai plus de mal à avoir ce déclic, et du coup, je m'énerve aussi, et finalement, le désamorçage se fait quand je vois que Célia est pas loin de vriller, et que du coup, je redescends d'un seul coup et je calme la chose. Enfin, je pense que dans 99% des cas, c'est lui qui revient et c'est lui qui s'excuse. Parce que moi, même j'ai si c'est beaucoup pas de ma mal à faute. ravaler mon ego. T'as besoin Donc, c'est souvent ça. qu'il fasse le premier pas Ouais, pour c'est ensuite ça. toi pour... En fait, j'ai vraiment besoin, je pense, d'être... qu'il me montre, qu'il me fasse sentir qu'il a compris et qu'il respecte ce que je suis en train de ressentir, qu'il le prend en compte et du coup qu'il se met à mon niveau un peu, quoi. Parce que j'ai un seuil de tolérance qui est beaucoup moins élevé que le sien, et c'est vrai que le moindre mot peut être hyper blessant pour moi. Ouais. Je pense que ça, c'est lié à l'hypersensibilité. Ouais, je pense. Et du coup, ça peut laisser des traces un peu indélébiles, quoi, ce qu'on peut me dire. Donc, Ce genre, quelque chose qui, toi, va te faire un mal fou, moi, ça va à peine va m'effleurer, t'effleurer, quoi. et puis... Ouais. Mais ouais, non, lui, bon. justement, il sait se mettre à mon niveau et C'est me pas faire facile, redescendre. hein. Donc, c'est comme ça que ça se termine en général, où lui, il arrive à prendre sur lui et à se mettre à mon niveau, quoi. Et cette hypersensibilité, du coup, comment t'en as pris conscience? Grâce à Nico aussi, ouais. encore une fois, décidément. L'homme. Enfin, je pense que c'était au bout de la 4e année de notre relation, où j'ai toujours remarqué que je prenais les choses différemment, très à cœur. Enfin, il y avait beaucoup de choses dans ma façon d'appréhender les choses que je comprenais pas. Et en fait, c'est lui qui a commencé à me partager des articles, à me dire, tiens, on dirait toi un peu cette sensibilité aux images, aux propos. Enfin, il y a plein de particularités, et autant de formes d'hypersensibilité que d'individus qui le sont. Mais ouais, j'ai compris ça progressivement, et après, commencer à l'accepter, à comprendre. Et c'est marrant parce qu'il y a aussi pas mal d'articles de Mademoiselle qui parlaient de ça, et à l'époque, je sais que ça m'a beaucoup aidée, et à me dire, je suis pas toute seule. Beaucoup d'hypersensibles qui sont passés par Mademoiselle. C'est ça, voilà. Donc, non, ça m'a beaucoup aidée aussi à comprendre des choses. Et puis après, bon... Puis il y a eu tes rendez-vous avec une psychothérapeute aussi, où elle t'a un peu aiguillé là-dessus. Oui, et voilà. elle t'a fait comprendre que oui, effectivement, c'était le cas, et qu'il fallait l'accepter, quoi, Et le dans voir ce comme moment. une force, et pas comme une faiblesse. Exactement. Ça, c'est un sacré c'est défi. très important. Ouais. Donc, toi, t'as bien compris ça, et tu t'es bien mis à mon niveau, et... J'essaye, en tout cas. Parce que vous disiez que vous aviez des modes de fonctionnement assez différents au début, c'est-à-dire sur la manière de réfléchir, sur la manière de prendre des décisions, de faire des choix. À quel niveau ça se manifestait, cette différence de fonctionnement ? Joker. Je sais pas trop. Ouais, tu sais pas trop. Plus dans la façon d'appréhender les choses, je pense. Enfin... Ouais.
Où t'es plus posé terre à terre, mais je sais pas, c'est même dur de m'en rappeler, quoi, parce que ça fait tellement de temps, j'ai l'impression que depuis il s'est passé tellement de choses. Ouais, que l'un et l'autre vous avez évolué et compris les modes de fonctionnement. On a énormément changé et du coup c'est très flou tout ça quand j'y repense. Ouais. Bah, c'est vrai qu'entre 20 ans et 28, enfin c'est ça. Tu changes, une entre grosse 17 évolution. et 24, tu changes beaucoup aussi. Exactement. Donc j'ai toujours du mal à me rappeler. C'était vraiment sur les modes de fonctionnement, quoi, mais je pense qu'on a quand même globalement fonctionné ensemble, même si on avait peut-être des façons de faire différentes, mais... Je pense qu'il y a quand même un truc qui aujourd'hui encore fonctionne, enfin c'est pas vraiment le mot, mais qui... qu'on peut toujours voir, c'est que toi tu vois tu appréhendes beaucoup les choses qui vont se passer, même les plus petits événements possibles, et moi je les prends avec beaucoup plus de recul, presque du détachement parfois en fait, et du coup c'est vraiment là-dessus où on se différencie encore beaucoup, et puis au final où on se complète, parce que des fois toi tu me fais comprendre que fais un peu attention, c'est important de regarder ça, et où parfois moi je te dis t'inquiète pas, il n'y a rien de grave, rien du tout, elle va pas nous manger, la dame qui fait les podcasts, ça va bien se passer. Célia, t'es un peu plus dans l'anticipation. Ouais. Et un toi, peu trop. Nico, tu relativises peut-être un peu. Ouais, énormément. Mm-hmm. Il est plus, mais dans le bon sens du terme, plus naïf que moi. Oh oui. Et alors que moi, je fais plus attention aux détails, je vais plus sentir les réactions des gens, etc. Et des fois, j'en fais un peu trop. Des fois, je projette trop mes angoisses sur les gens. Et lui, il me permet de prendre du recul aussi. Sur ça, on est différents, je pense. Alors, j'aimerais bien qu'on parle d'un autre sujet, mais vous me dites si vous n'avez pas envie d'en parler. Parce que donc Célia, tu le mentionnais dans son mail, où tu disais que vous étiez aussi pas mal soutenus l'un l'autre pendant ces années à distance, aussi par rapport à la dépression que vous aviez l'un et l'autre traversée, alors pas forcément au même moment, pas forcément dans les mêmes proportions, enfin, chaque dépression et chaque personne est différente, donc bien sûr, c'est pas forcément comparable. Je pense qu'il y a pas mal de personnes qui seront confrontées ou qui ont été confrontées ou qui seront confrontées à la dépression dans leur vie, et pas mal de couples qui seront confrontés à la dépression de l'un ou de l'autre des partenaires. Est-ce que vous avez des conseils avec du recul à leur donner sur comment vivre avec ça, comment traverser ça? C'est une question difficile. Hein. C'est une question difficile. Déjà, peut-être pour commencer sur le début de ta question, moi j'étais en dépression au début de notre histoire. Et en fait, c'est de me mettre avec Célia et de sentir tout cet amour qu'il y avait entre nous qui m'a permis petit à petit d'en sortir. J'étais sous traitement, sous Prozac pour ceux qui connaissent, et de réduire les doses de traitement et au final de sortir de la dépression à la 3e année où on était ensemble. Et à peu près. Et toi, t'es tombé en dépression, je me rappelle plus quand exactement, enfin pendant tes études. Du coup, on va dire que mon expérience d'ancien dépressif a fait que j'ai pu t'accompagner là-dessus et essayer et j'ai surtout su comment prendre la chose en fait. Parce qu'il n'y a qu'un dépressif qui peut reconnaître un autre dépressif, très clairement. Et qui peut comprendre ce que ça fait vraiment. Et qui peut comprendre. Et qu'il y a les mots qu'il faut, et pas juste il faut de la volonté, quoi. L'espèce de tourbillon infernal que ça fait, et que c'est pas en disant à quelqu'un « Oh, ça va aller, c'est l'hiver, mets-toi un coup de pied au cul, ça ira mieux », que ça va mieux. Du coup, je pense que si j'avais un conseil à donner à des couples qui traversent la dépression de l'un ou de l'autre, c'est que celui qui n'est pas dépressif, et attention, ce mot n'est pas tabou, hein, faut pas prendre la dépression comme une aliénation mentale, etc. Parce que c'est tellement courant finalement. Ouais, c'est tellement courant. Ça reste la personne que t'aimes. Voilà, oui, c'est sûr, ça, exactement. Ça change pas la personne. En fait, je crois que déjà, il faut surtout pas l'accabler sur sa maladie. Parce qu'elle n'est pas responsable. On n'est jamais responsable de la maladie qu'on a finalement. Donc, ouais, il faut surtout pas accabler la personne et il faut la soutenir autant que possible sans être trop envahissant, je dirais. C'est-à-dire que si c'est du soutien, de l'accompagnement, de l'aide, lui dire écoute, on va essayer de traverser ça ensemble, je vais te soutenir de la manière que je peux, etc. Ça c'est quelque chose. Si c'est trop présent, ça peut avoir aussi
un effet un peu rébarbatif sur la personne qui souffre, dans le sens où elle va sans cesse se rappeler qu'elle est dépressive. C'est-à-dire que quand on est dépressif, on a tendance à oublier qu'on l'est. Enfin, moi, c'est comme ça que je l'ai vécu. On a des périodes où ça va bien et on ne pense plus qu'on est dépressif. Et si l'autre passe son temps à dire bon, écoute, on va sortir pour que ça te fasse du bien, on va faire ça pour que ça te fasse du bien, ça a un effet assez négatif au final. Il faut essayer de l'accompagner sans lui faire ressentir qu'elle est dépressive, en fait. Mais de toute façon, plus généralement, je pense que l'autre ne doit pas être un médecin pour la personne qui souffre. C'est important d'être entouré. Enfin, moi, avec mon ressenti, mon vécu, c'est que il m'a permis d'en prendre conscience, en fait, parce que je m'interdisais de mettre des mots sur ce que je pouvais ressentir. Et pour moi, je fais du cinéma, en fait. Enfin, c'est vraiment ça, l'expression qui revenait sans cesse et qui fait qu'encore aujourd'hui, j'en culpabilise beaucoup. Mais ouais, lui, en fait, il a pu m'aider en comprenant, en se mettant à mon niveau, encore une fois, en m'aidant. Et il avait malheureusement l'expérience de la dépression. Et du coup, il a pu m'aider, il a pu se mettre à mon niveau, me faire comprendre ce qui m'arrivait et surtout me dire qu'il fallait que je consulte un psy, en l'occurrence. Et en fait, il m'a permis de normaliser ce que je ressentais et de pas me faire culpabiliser, d'assumer finalement de ressentir ce que je ressentais et que je pouvais avoir une légitimité, parce que ça peut se poser aussi la question de la légitimité, où même moi encore aujourd'hui, je trouve aucune légitimité à ça, et la personne peut être très présente là-dedans. En fait, je pense qu'il faut simplement pas avoir de jugement préconçu sur les choses, écouter la personne, et je le dis mais je me l'applique pas à moi-même, mais se dire que toute souffrance est légitime et que si elle est présente, enfin ça peut pas être du cinéma, quoi. C'est pas possible. Si une personne souffre, il faut le prendre en compte, sinon ça peut empirer au fil des années, je pense. Oui, elle souffre pas pour se faire plaisir, pour le plaisir, ou voilà, pour ça n'aurait aucun intérêt. Ça n'aurait aucun intérêt. Il y a deux choses qui sont très importantes, en fait, je pense, et ça correspond très bien à Célia, c'est que dans l'ensemble, il faut pas avoir peur de consulter un spécialiste. Alors pas forcément un psychiatre avec un traitement médicamenteux, mais même un psychologue, psychothérapeute, ça peut déjà faire beaucoup de bien de parler. Pour une chose qui est importante, c'est que la personne qui partage la vie du conjoint dépressif ne va peut-être pas forcément pouvoir tout le temps l'accompagner, en fait. Désolé, je parle plus près. Elle va peut-être pas forcément tout le temps pouvoir l'accompagner du mieux qu'elle peut, et surtout y a un risque à ce que ça soit trop dur pour elle, et qu'avoir une aide extérieure avec un spécialiste, ça peut être très 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 important. Et il faut une aide objective en plus. Une aide objective en plus. Et il faut pas avoir peur d'aller voir un psy sous prétexte que non, c'est pour les fous. C'est un cliché qui est malheureusement assez ancré dans notre société, où moi j'ai des amis qui me disent alors moi les psys, c'est pour les schizophrènes, etc. Et non, c'est aussi pour les gens qui ont du mal. Et ensuite, le deuxième point important... Et la schizophrénie n'est pas une folie, mais non, une maladie mentale. Voilà. Exactement. Et le deuxième point qui est important, c'est que chaque souffrance est légitime, comme le dit Célia, et j'ai passé beaucoup de temps à lui faire comprendre ça, en lui faisant comprendre que chacun a sa propre montagne à gravir, quoi. Et que c'est pas parce que le voisin il a le plus haut sommet de l'Himalaya que sa propre montagne c'est forcément une toute petite colline, quoi. Chacun a son truc à franchir, et ça peut être, enfin, il y a des gens qui arrivent jamais à le franchir, quoi. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui font une hiérarchisation dans la souffrance, où ça se retrouve dans tous les domaines, enfin même de certaines causes à défendre qui sont plus ou moins importantes, comme s'il y avait une hiérarchisation à faire et qu'on devait mettre de côté telle ou telle idée, alors qu'il y a de la place pour toutes les causes, ou pour toutes les souffrances, en l'occurrence pour le sujet dont on parle. Donc, exactement. Mais c'est important de rappeler, comme tu l'as fait Nicolas, je pense aussi que voilà, l'autre ne peut pas pousser le caillou pour toi, chacun a son propre rocher à gérer, et même si tu t'aimes très fort, ça peut pas suffire, et ça peut être bien d'aller chercher de l'aide extérieure. Oui, parce que moi-même, par exemple, si je reprends mon exemple, même s'il a été très présent, je me sentais très seule finalement, parce que il peut pas tout faire à ma place, il peut pas tout comprendre, et puis moi il y avait des choses que j'avais pas forcément envie de lui dire, parce que à force ça fait beaucoup de négativité aussi, donc j'avais pas envie de l'alourdir avec ça, même si je pense que je te parlais énormément.
Oui, mais c'était très bien, il fallait justement. Mais je voulais pas que ça prenne le pas sur le reste. Il faut aussi pouvoir le gérer avec un spécialiste. Pour pas que l'histoire se résume à ça, je pense. Après, c'est très personnel, mais... Oui, et puis après, la situation évolue d'elle-même, de toute façon. Mais... Moi, j'ai été content de partager ça avec toi, quand même. Au moins, ça nous a soudés. Hein. Ouais, on ça, sait qu'on est là l'un pour l'autre et que quoi qu'il arrive, on sera soudés. Ouais, mais ça s'entend. En vous entendant discuter, ça se ressent. Ouais. On a tiré des enseignements, au moins. Ouais. Ok. Et alors, très belle transition, du coup, pour ma question suivante. Là, ça fait du coup bientôt 1 an que vous vivez ensemble. Ouais. C'est quoi vos projets du moment ou vos projets pour le futur ? Là, on prépare notre mariage. Ok. Voilà. Félicitations. Merci. Ouais. Alors, c'est pas pour tout de suite, on s'y est pris très en avance. Ce sera dans 2 ans. Dans 2 ans, en juin 2021, très exactement. Tout le monde est invité, pas de problème. Non. Tous les auditeurs. Ça va faire beaucoup. Hein. Non, ouais, on prépare ça. On a validé un lieu. Voilà. Ça avance. Ça avance tranquillement. J'aime bien quand tout est organisé, tout est planifié. Comme ça, j'ai le temps d'anticiper les choses. Donc 2 ans, c'est bien. Ça, c'est une chose qui nous différencie. Moi, je suis absolument pas organisé et totalement bordélique Voilà, on peut le constater. Bon, ça se voit pas à la radio, mais la bibliothèque de gauche est celle de Célia, celle de droite c'est la mienne. Ben voilà. Alors, chers auditeurs, chères auditrices, franchement, ça va. J'ai vu pire en termes de bazar. C'est un peu comme les gens qui laissent juste un mug sur la table basse et qui disent « désolé, j'ai pas le temps de ranger. » Ça va, franchement, il y a quelques papiers. Il y a pire. Ouais, il y a bien pire. Ok, donc un mariage pour dans 2 ans, super. Ouais. Alors je vais poser une question, je ne sais pas comment la poser, parce qu'en fait je connais la réponse, mais les auditeurs et les auditrices ne le savent pas. Mais donc, et du coup les enfants, qui est une question à ne pas poser aux gens qui ont prévu de se marier, parce que ça n'a rien à voir en fait. Oui, mais bon. Vous, j'ai envie qu'on parle du sujet, parce que vous avez un avis bien arrêté sur la question. Ouais. Voilà. No way. Non, c'est pas du tout notre truc. Ouais, pas du tout. C'est pas du tout au programme, pas du tout dans nos plans. Pour approfondir un peu le sujet, moi, je pense que j'ai su très vite que j'en voulais pas. Enfin, c'est pas que je l'ai su, c'est que je l'ai senti que j'en voulais pas, que j'étais pas faite pour ça. Et ça peut paraître un peu violent ce que je vais dire pour les gens qui ont des enfants ou qui en veulent absolument ou qui se battent pour en avoir, mais ça gâcherait ma vie. J'aurais l'impression que ça me prive d'une certaine forme de liberté. Et ce serait une forme d'aliénation un peu. Je trouve pas que ça soit violent parce que tu parles de ton ressenti personnel. Oui. Tu dis pas que les gens qui ont des enfants gâchent leur vie. Non, bien sûr que non. C'est vraiment juste ton cas. Puis on leur souhaite tout le bonheur du monde avec leurs enfants, quoi. Il n'y a aucun souci là-dessus. C'est chacun fait sa vie selon ses désirs. Mais c'est vrai que oui, moi, j'ai pas du tout cet appel-là en moi et je suis convaincue que j'en voudrais jamais, quoi. C'est une certitude absolue. Même si dès que je dis ça, on me dit « Oh, tu verras ». Tu verras quand tu auras 35 ans. T'as le temps de changer d'avis. Ce qui est tu le regretteras. Extrêmement énervant, ne faites pas ça. Parce que même si un jour tu changes d'avis, ça te regarde et ça n'invalide pas du tout des années où tu as eu cette pensée-là. Et il y a plein de gens qui le savent et qui n'ont jamais d'enfants et qui sont très heureux avec ce choix de vie-là. Donc, ok. Ouais. Et du coup, est-ce que ton entourage le sait ? Oui. Ça, ouais. Comment ils le vivent ? Parce que parfois, ça peut être pas toujours très évident pour les parents qui apprennent ça, qui se disent mais qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce qu'elle rejette notre éducation du coup ? Elle a eu une enfance horrible ou pourquoi ça quoi ? Heureusement, ça part pas dans ces proportions-là de mon côté. Je crois que mon père a été un peu déçu. Il m'a fait quelques remarques sous forme de blague là-dessus, mais rien d'intrusif ou de traumatisant. Bon, il y a quelques mots des fois qui me restent en mémoire. Encore une fois, j'ai tendance à beaucoup, pas volontairement, mais à garder les traces un peu de ce qu'on peut me dire. Et il y a quelques mots qui m'ont été dits avec lesquels je suis pas du tout d'accord. Mais moi, je m'en fiche en fait. Il n'y a pas d'animosité dans ce que je dis, mais vraiment, c'est mon ressenti, mon choix personnel. C'est même pas un choix, c'est une évidence de vie. Et j'ai pas besoin qu'on valide ou qu'on invalide ça. Donc, t'es au clair avec toi-même. Ah oui, complètement. Je sens que c'est ce que j'ai en moi, donc je fais selon ce que j'ai en moi, comme un peu tout dans ma vie finalement. Et t'as raison. Ouais. Et du coup, toi, Nico, est-ce que t'es
t'es sur la même longueur d'onde ? Est-ce que t'étais sur la même longueur d'onde ? Disons que pendant très longtemps, je pensais que je ne pourrais pas avoir d'enfant parce que j'ai été diagnostiqué à l'âge de 16 ans porteur d'un syndrome de Klinefelter. Qui est en fait une différenciation au niveau des chromosomes sexuels. Donc en gros, au lieu d'avoir 46 chromosomes comme la majorité des personnes, j'en ai 47 et je suis en XXY. Donc j'ai un petit chromosome féminin en plus. Je sais, ça s'entend pas du tout dans ma voix. Ni dans la barbe, ça ne se Ni ça dans ne la se voit barbe. pas. Il n'y a que nous qui pouvons le savoir, pas les auditeurs. Et du coup, en fait, c'est un syndrome qui, donc ce petit X en plus, fait qu'au moment de la puberté, il y a une très faible production de testostérone par le corps, et puis tout une sorte de développement de symptômes pas très sympa pour un adolescent garçon à cette époque-là, pousser ma mère, etc. Donc c'est pas très cool. C'est surtout la façon dont je l'ai appris qui était vraiment pas cool. D'ailleurs, j'espère que ce médecin s'en veut encore aujourd'hui. Il est peut-être mort, paix à son âme. Où en gros, après les résultats du cariotype, où je comprenais pas grand-chose de ce que c'était, il m'a très simplement dit, donc j'avais 16 ans à l'époque, en gros, on sait pas si t'es un garçon ou une fille. Wow. Voilà. Tout en délicatesse. Et là, c'est ah ouais, d'accord. Bon, construis-toi avec ça. La pire chose à dire, quoi. À un adolescent de 16 ans. Ouais. Et puis surtout un adolescent qui les s'impousse, quoi. Tu vois, enfin, c'est genre, tu te dis, déjà que c'est pas une période évidente où t'es en pleine construction. Et j'en tremble encore un peu aujourd'hui. Je sais pas si ça s'entend dans ma voix. Et voilà, donc en gros, à partir de ce moment-là, j'ai suivi un traitement à base de testostérone, donc d'injection de testostérone pour rééquilibrer le processus. Donc si j'ai pas ma petite picouse, je deviens un véritable légume, hein, donc c'est pas très marrant. Donc voilà, c'est un traitement à vie, c'est comme ça. Je me suis fait enlever les seins parce que c'était horrible à la piscine au lycée, forcément. Passer le bac avec des seins quand on est en caleçon, c'est pas toujours très cool. Voilà, et l'un des symptômes présumés qui arrive dans la majorité des cas du syndrome de Klinefelter, c'est aussi la stérilité. Et donc à l'époque, j'ai essayé de passer un spermogramme. Quand tu dis à l'époque, c'était au lycée du coup ? Ouais, au lycée, parce que j'ai vu, j'ai montré mes bijoux de famille à un nombre incalculable de médecins dans tout Paris. Voilà, c'était pas très cool. Beaucoup plus qu'à mes copines que je n'ai jamais eues, que ça me désespérait. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Et donc un spermogramme, donc on fait sa petite affaire dans une super chambre lugubre d'hôpital, quoi. Et puis voilà, et on donne un flacon théoriquement rempli de sperme. Et j'étais tellement à l'aise que y a rien qui est sorti. Et donc ils ont analysé un flacon vide et ils m'ont dit aucune présence de spermatozoïdes, sans déconner. J'aurais pu faire cette analyse. Ouais, j'aurais pu faire l'analyse tout seul. Ça m'a tellement choqué que j'en ai pas refait pendant presque 10 ans. Oui, les suivants qu'on a fait, c'est ensemble. On est allés ensemble 2 fois. 2 fois. Et puis, donc là, on a fait un spermogramme. Un autre. Donc j'étais plus préparé psychologiquement à la chose et donc il y a eu une éjaculation et il y avait absence totale de spermatozoïdes, quoi. Donc du coup stérilité, voilà. Ouais, ça a confirmé un truc avec lequel tu vivais un peu mais sans être sûr. Sur le moment, ça m'a pas fait plus mal que ça parce que tu l'avais anticipé. Je l'avais tellement anticipé que voilà. Après coup, ça m'a quand même fait un choc. Je me suis dit quand même. Voilà, c'est pas évident à vivre. Et puis en fait, au final, avec les années, je m'étais dit que j'aurais pas d'enfant. Et puis au fil du temps, je me suis dit en fait non, j'en veux pas. Oui, parce que c'est une chose différente en fait de se dire je pourrais avoir des enfants mais je n'en veux pas, mais en fait tu ne peux pas avoir d'enfants. Et du coup
Enfin, j'entends très bien ce que tu veux dire, que même si t'en voulais pas, le fait de savoir que tu peux pas en avoir, c'est ça, exactement. Un peu différent. Et puis, bon, honnêtement, j'admire les gens qui ont des enfants dans le sens où ils ont la patience d'éduquer ces petites choses pendant 18 ans minimum. Et pourtant, je suis quelqu'un de très patient à la base, mais... Avec les enfants, pas du tout. Mais avec les enfants, mais pas du tout, quoi. Et j'ai pas envie de leur infliger ça, très clairement. Donc voilà, en fait, au final, toutes ces choses mélangées ont fait que je ne veux pas d'enfants. Et cette stérilité a un côté très positif, puisqu'au final, Célia avait des effets secondaires assez désagréables avec la pilule. Comme beaucoup de femmes, je pense, ce phénomène de société est largement ignoré par les hommes d'aujourd'hui. Messieurs, la contraception, c'est pas qu'une affaire de filles. Merci de passer ce message dans l'histoire de couple. Alors, la stérilité, c'est une option, mais voilà. Et donc, du coup... quand on a su que j'étais effectivement stérile, plus de pilules pour Célia, et donc plus de contraception. Ce qui est très pratique de mon côté, ça m'arrange bien finalement. Voilà, au final. Donc on se dit qu'on s'est bien trouvé. Ouais, on se complète bien. Pas de risque. Donc non, on arrive à y trouver du positif finalement. Enfin, c'est pas du tout. Enfin, je me suis absolument pas formalisée, quoi. Je pense que j'ai essayé de t'accompagner à ce moment-là, et finalement, c'est. Enfin, ça m'arrange, quoi, vu que... Ouais. Pour toi, c'est une bonne nouvelle. Oui. Célia, et pour toi, Nico, ça a été un peu plus dur à intégrer, mais aujourd'hui, au final, ça aurait peut-être été beaucoup plus difficile à intégrer si Célia avait été une personne qui voulait absolument des enfants, en fait. Parce que dans ce cas-là, il aurait fallu se lancer soit dans un processus de PMA, donc avec don de sperme d'un autre homme, ce qui... je sais pas pourquoi, c'est peut-être stupide, mais ça m'aurait dérangé, je pense. De pas être, entre guillemets, le véritable père biologique de l'enfant, sauf que, on sait très bien que ce qui compte derrière, c'est le développement, l'éducation sentimentale de son enfant, au final. Ou une adoption, et donc une procédure à rallonge. Je déteste les procédures déjà, donc je suis franchement pas administratif. C'est toi qui me parlais, Célia, l'autre jour c'est qui a fait la phobie administrative déjà, le politicien? Moi je suis un peu comme ça aussi, donc je suis obligé de le faire, donc je le fais, je suis pas un politicien, mais du coup je déteste tout ce qui est procédurier, et ça m'aurait ennuyé vraiment de me lancer là-dedans. Et je pense qu'au final, avec ce non-désir d'enfant que j'ai avec mon passé, ça m'aurait vraiment ennuyé ça aurait pas été possible pour moi, quoi. Oui, si l'un d'entre vous avait eu un très fort désir d'enfant, ça aurait pu être compliqué. Il y a des couples qui sont confrontés à ça. On l'aurait très mal vécu, je pense. Enfin, je peux pas me mettre à la place de gens qui vivent cette situation, vu que je la connais pas, je l'ai pas vécue. Mais j'imagine que ça aurait été très compliqué. Alors après, j'ai pas sauté de joie à l'annonce. Enfin, ça m'a fait un petit choc quand même. La stérilité de quelqu'un, ça reste, ça reste quelque chose qui est pas dans la normalité. Mais non, enfin, on en sourit aujourd'hui, on en rigole aujourd'hui en disant que finalement c'est pratique, quoi. Mais c'est très propre à notre cas après. Et au quotidien, Nico, toi, à part du coup, tu dois faire des piqûres de testostérone. Ouais, c'est ça, toutes les 3 semaines, ouais. Okay. Sinon, t'as pas d'autres symptômes ou trucs pénibles dans ta vie? Je connais pas du tout en fait ce syndrome, donc je sais pas si ça a des conséquences physiques ou des douleurs ou Si, déjà le traitement en lui-même a certains effets secondaires, parce que comme c'est une injection de testostérone, ça fait un pic, dans les 3 jours à 1 semaine après l'injection, j'ai une véritable pile électrique, et j'ai en général une libido assez développée. Et quand j'arrive en fin de cycle d'injection, je me ramollis complètement et la libido disparaît. Donc forcément, ça a un peu des conséquences sur la vie de couple. Très clairement, niveau sexualité, c'est pas toujours le grand beau fixe, quoi.
Mais on le sait. Mais on le sait, voilà, c'est ça. On vit avec, enfin, il n'y a pas de... On vit avec. C'est comme si tu avais un cycle aussi, quelque part. C'est ça. Ouais, au final, c'est un peu ça, ouais. Et puis en plus, il y a eu... avant qu'on fasse Enfin, quand on a fait le premier... On a fait 2 spermogrammes ensemble. Oui. Ouais. On avait fait le premier où ça avait rien donné, et du coup, on en a fait un deuxième, où là, en fait, le médecin responsable, enfin le professeur responsable m'avait dit on va essayer un traitement qui peut-être déclenchera la création de spermatozoïdes par les testicules. Et donc, j'ai été sous un médicament dont je ne me rappelle plus le nom, mais qui sert à déclencher l'ovulation chez les femmes. Ok. Donc il n'y a pas forcément arrêt des injections de testostérone pendant cette période-là. Donc pendant 3 mois, j'ai pris un médicament pour femmes et j'ai arrêté la testostérone. Ça a été très dur à vivre. Je crois qu'on a eu 3 mois quasiment d'abstinence sexuelle ou presque. Bah forcément, oui, t'avais pas envie. Et puis j'étais obligé de prendre une grosse dose de vitamines tous les jours parce que sinon j'étais vraiment un légume, quoi. Et ça n'a rien donné en plus, donc je dis ouais, non, c'est bon. Tout ça pour rien. Donc, ça pour ça, merci. Tout ça pour ça, merci. Puis en plus, ce gentil médecin m'a dit on peut repartir pour 6 mois et faire une biopsie testiculaire. Alors c'est bon, on arrête là. Ça devient lourd après. Ouais. Ça devient lourd après, donc du coup, j'ai pas donné suite, quoi. Mais sinon, comme autre douleur, etc., en fait, je suis tellement habitué que... Oui, tu vis avec depuis ton adolescence. Oui, voilà, c'est ça. Par contre, s'il y a des jeunes auditeurs qui nous écoutent, ou des parents, sachez que ça arrive, si les statistiques n'ont pas changé, ça a environ un homme sur 600. Et donc c'est quand même assez fréquent et que c'est quand même très peu connu qu'il y a des hommes qui vivent avec et qui ne le découvrent que quand ils veulent avoir des enfants et qui tout d'un coup ça marche pas, pourquoi ? Il y a ça. Et que donc ce que je peux vous conseiller, ce que mes parents ont bien fait heureusement, c'est qu'il faut être extrêmement présent auprès de son adolescent s'il découvre ça à l'adolescence. Et vraiment l'accompagner du mieux possible et surtout le protéger contre le harcèlement scolaire parce que c'est vraiment quelque chose qui peut être extrêmement douloureux quand les petits secrets sont divulgués par des gens pas très très gentils, on va dire, et que du coup ça vous affecte un peu pendant votre scolarité. Prenez soin de lui et puis voilà, si vous voyez que ça se passe pas très bien, il faut l'aider. Voilà. Et donc moi je remercie mes parents au passage parce qu'ils l'ont très bien fait. Ma maman était extrêmement présente, mon papa qui était beaucoup plus loin a fait du mieux qu'il a pu, mais franchement il a bien géré aussi. Voilà, je pense que c'est pas le cas pour tous les adolescents qui découvrent ça à ce moment-là. Ou qui le découvrent pas aussi. Ou qui le découvrent pas et qui du coup très clairement. À savoir que ça existe aussi chez les femmes à l'inverse. Enfin, on est un chromosome sexuel, je crois que ça va jusqu'à 49 XXXY, je crois, un truc comme ça. Donc bon, il y a vraiment tout un tas de syndromes, quoi. Est-ce que du coup ça rentre dans tout le spectre de l'intersexuel, enfin des personnes intersexes ou... Eh ben ça peut, ça peut. Moi, au final, je suis assez peu touché. Hein. Je n'ai pas de vagin ou d'utérus ou quoi que ce soit. Mais oui, effectivement, les personnes qui ont plus de chromosomes X peuvent effectivement rentrer dans cette catégorie-là, quoi. Et forcément, s'ils le découvrent ou s'ils ont leur adolescence qui se passe comme ça doit être très difficile à vivre, j'imagine, avec beaucoup de questionnements que j'ai moi-même vécu à cette époque-là. Est-ce que je suis effectivement un garçon ou une fille ? Surtout grâce à cette superbe phrase du médecin. Voilà, exactement. Donc du coup, c'est... Voilà, c'est pas quelque chose dont on entend forcément parler, même le médecin généraliste qu'on est allé voir la dernière fois, quand je lui ai dit ce que j'avais, qu'est-ce que c'est ? Ah bon. donc voilà, quand vous êtes obligé d'expliquer à votre médecin ce que vous avez, ça fait quand même un petit peu bizarre. Donc c'est pas connu et pourtant ça touche beaucoup de monde, donc voilà, petit message au passage. Très bien. Et du coup, tu m'as tendu une belle perche pour poser une question que j'essaye de poser à tous les couples et que j'oublie parfois, mais que je n'oublie pas. Comment votre rapport à la sexualité a évolué dans votre couple en 7 ans ? Du
coup, c'est ça, bientôt 7 ans. Ouais. Est-ce que ça a beaucoup changé, surtout que quand on se rencontre jeune, on est un peu dans une phase de découverte Clairement. Surtout que moi, j'avais 17 ans, donc j'avais pas connu beaucoup d'expérience. Donc je pense qu'on a beaucoup appris ensemble, finalement. Et forcément, au début, comme tous les couples, c'est un peu la folie à ce niveau-là. C'était fougueux. Oui, comme tous les couples qui démarrent. commencent, forcément. Mais non, après, on a eu un rapport tout à fait normal. Et bien sûr, il y a le Klinefelter qui joue un peu sur ça. Mais c'est pas dramatique, quoi. Hein. Ça n'a pas un effet non plus. Non, franchement, on vit très bien avec. Hein, oui. Ça... Après, moi, je pense qu'avec la prise de ma pilule, par contre, il y a eu des baisses de libido assez importantes, surtout à une certaine période, où là, ça a pu être plus compliqué à gérer. Encore une fois, là, il faut savoir être patient, être présent. Savoir écouter l'autre. Voilà, toujours les questions de consentement qui reviennent. Et puis, c'est pas des choses qu'on maîtrise, quoi. Donc, il faut surtout pas culpabiliser la personne. Et c'est vrai qu'on a dû passer par toutes ces phases-là où on a dû apprivoiser, où Nico, t'as grandi aussi à ce niveau-là, parce que c'était des choses que ni toi ni moi n'avions expérimentées. Donc, tu veux dire de gérer le manque de libido, de l'autre, de pas le prendre personnellement, de se dire si l'autre a pas de désir, toujours difficile. Est-ce qu'il m'aime plus ou est-ce qu'il désire plus. Ça peut toucher à l'ego et pourtant il n'y a pas de raison. Enfin, après, il faut en identifier la cause, forcément. Mais dans mon cas, il y a eu... c'est normal, quoi, hein, qu'il y ait des périodes de creux comme ça, c'est pas grave. Mais non, je pense qu'aujourd'hui, on s'entend très bien à ce niveau-là, on est assez décomplexé, donc on peut parler librement des choses. Ouais, totalement. Et puis, je dirais même qu'au final, moi, même si j'étais plus âgé, donc j'avais 22 ans quand on s'est rencontrés, au final, j'ai beaucoup appris de ces 7 ans de relation au niveau sexualité. Je pense que pendant mes années d'études à la fac, etc., ma division de la sexualité, c'était très... entre guillemets pornographique, quoi. Comme pas mal de gens, je pense. Ouais, comme pas mal de gens, d'hommes, beaucoup de jeunes hommes, où tout se passe par la pénétration et il y a que comme ça qu'une femme peut avoir un orgasme et en fait non. Grande découverte. Du coup, le clitoris, c'est important. J'aime bien tous ces messages qu'on passe. Je suis un grand lecteur de Maz, hein, donc du coup, j'aime beaucoup. Mais j'ai appris beaucoup de choses d'ailleurs. Et avec Célia, j'ai compris que c'était pas comme ça, franchement, que ça marchait. Et que malgré mes 5 ans d'expérience, entre guillemets 5 ans d'expérience supplémentaire, j'ai découvert tout un autre aspect de la sexualité et c'était parfait en fait, parce que du coup c'est beaucoup mieux même, c'est se rendre vraiment compte qu'on fait du bien à l'autre, que ça se vit vraiment à deux et que c'est pas uniquement un acte pénétratif entre guillemets, c'est vachement mieux, quoi. Et je pense que au-delà de ça, moi j'ai été progressivement éveillée au féminisme, et toi t'as suivi le pas tout de suite. T'es vraiment ouvert à toutes ces questions-là et même convaincu, encore une fois, les valeurs qui se retrouvent, quoi. C'est marqué là. Ah oui, j'avais même pas vu son t-shirt. Il était tout fier. Je suis désolée. Alors, je le lis du coup pour les auditeurs, mais j'ai sûrement un moins bon accent que Célia. Mais sur le t-shirt de Nicolas, qui est rouge, il y a écrit Wild Feminist. Et là, il est tout fier. Yeah. C'est mon côté féministe des bois. Voilà. Non, mais du coup, je pense que ça ouvre forcément aux questions de la sexualité et je pense que du coup, on a des discussions totalement libérées là-dessus et il n'y a aucun tabou entre nous. On peut se parler tout haut et on est très ouvert, très patient. Je pense. Hein. Curieux aussi. Très, très curieux. Quand l'un émet une idée, on passe souvent des heures à en parler, à dire je pense que c'est important de beaucoup en parler, de beaucoup communiquer. La communication, c'est indispensable. Surtout sur
plan de la sexualité qui a un impact. Dès qu'on sent qu'à un moment, c'est marrant, on en a parlé un petit peu avant d'enregistrer ce podcast, mais dès qu'on sent que dans notre couple, on est moins fusionnel, on est moins connecté, c'est vrai que c'est un moyen de se reconnecter. Passer par... Faire l'amour fait du bien, très clairement, fait du bien au couple en fait. Oui, mais une relation charnelle comme ça, c'est vrai que ça permet de reconnecter aussi. Et c'est pour ça, je pense qu'on est très en phase, très alignés là-dessus aussi, quoi. Après, parfois, je suis d'accord avec ce que vous dites, et c'est vrai que parfois, si tu commences à te déconnecter, c'est dur de retrouver le chemin de la relation charnelle, aussi parce que ça implique quand même une certaine mise à nu, une certaine confiance, vulnérabilité en l'autre. Donc parfois, tu as besoin de te reconnecter émotionnellement pour pouvoir te connecter physiquement. Mais aussi. Ça s'entretient un peu l'un l'autre. Ouais. Ok, c'est hyper intéressant. Merci à tous les deux pour ça. Alors, j'ai une dernière question à vous poser du coup. Est-ce qu'il y a un couple réel ou fictif qui vous inspire ou à qui vous ressemblez ? Ça va avoir l'air un petit peu redondant, on est un peu désolé pour les auditeurs. Oui, c'est un peu redondant du coup. Mais on y a réfléchi et forcément Lily et Marshall dans How I Met Your Mother. Totalement. C'est un peu redondant parce que du coup je l'ai cité comme exemple de couple qui nous inspire, à qui je pensais qu'on ressemblait avec mon mari et il n'était pas du tout d'accord. Mais... Oui, c'est vrai, il n'était pas du tout d'accord. Alors que moi je suis complètement d'accord, je suis vraiment le gros nounours naïf, quoi. Marshall, c'est complètement moi, quoi. Et c'est vrai que ton mari, du coup, il parlait parfois de l'ascendant que semblait avoir Lily sur lui. Et je trouve que c'est un peu vrai. Non, je suis d'accord. Un peu d'ascendance. J'en suis pas fière, mais je trouve que je peux être un peu étouffante, je pense, des fois. Alors, je sais pas si c'est vraiment étouffant le bon terme, mais... C'est pas étouffant, mais... toi, t'as arrondi tellement les angles que je prends beaucoup de place, en fait, à mon avis. Et je pense qu'en fait, c'est aussi en rapport avec... On va retourner sur quelque chose dont on parlait au début, mais cette fameuse hypersensibilité, où au final, je sais tellement que tu peux être très vite à cran, que je vais avoir tendance à m'écraser un peu pour pas la heurter, en fait. T'écraser, je sais pas, mais tu te mets un peu en retrait. Ouais, voilà, je me mets un peu en retrait. Écraser, c'est un petit peu péjoratif. C'est un peu violent, mais je vais avoir tendance à vraiment prendre beaucoup de recul. Oui, ce côté arrondir les angles. Voilà, exactement. C'est le nounours rond. C'est un peu ça, quoi. Et est-ce que, du coup, ça te pèse parfois ou pas ? Bah non. Je crois que c'est un peu dans mon tempérament, de toute façon, d'être un peu... potom, quoi. C'est... Très bonne imitation de nounours dans Bonne Nuit les Petits. C'est exactement lui que je pensais. C'est exactement lui que je pensais. Non, franchement, ça me dérange pas parce que c'est aussi ce qui fait Célia, quoi. Donc, c'est comme ça que je l'aime, quoi. Donc, c'est elle tous les jours, et puis c'est comme ça qu'elle me plaît tous les jours, quoi. Donc bon, voilà, quoi. Et au-delà de ça, toi, c'est vrai ce que tu dis, t'es comme ça avec les gens aussi. Oui, c'est vrai. Tu t'écrases pas du tout, mais tu accordes de l'importance aux choses qui sont vraiment importantes. Et si quelqu'un a des sautes d'humeur ou quoi, il va pas accorder d'importance à ça et passer au-dessus, quoi. Chose que moi, j'arrive pas du tout à faire. Et au contraire, je vais peut-être plutôt souvent aller chercher la cause de la saute d'humeur, entre guillemets, et essayer de parler aux gens, ou passer au-dessus pour pas accorder trop d'importance aux choses. Mais du coup, c'est intéressant parce que on assimile souvent un peu ça, un peu une fuite, tu vois, de dire j'aime pas les conflits, donc je les évite. Mais en t'écoutant et en vous écoutant, j'ai pas l'impression que c'est ça, parce que tu fuis pas le conflit. Au contraire, tu vas essayer d'aller le désamorcer, mais pour aller chercher la cause derrière du conflit. Alors c'est vrai que de manière générale, j'aime pas trop les conflits. Personne n'aime vraiment les conflits. Personne n'aime vraiment les conflits, c'est vrai. Mais il y en a, c'est vrai. Je sais pas. Ils aiment pas les conflits, mais ils aiment bien la résolution après le conflit. Oui, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Et puis entre nous, c'est pas souvent moi qui le déclenche le conflit. Non, c'est vrai, j'avoue. Ouais. Je le confesse. Mais du coup, je pense pas que ça soit une fuite. Ouais, c'est vraiment alors, si on peut ne pas s'engueuler, clairement c'est mieux, mais si ça arrive, je vais vraiment aller chercher l'origine, et même si l'origine du conflit, entre guillemets, s'il y a une engueulade par exemple, et que
Et que pour une broutille, des fois, ça peut être une cause un peu plus profonde ou quoi que ce soit. Et quand je me mets en retrait, que je prends Célia dans mes bras et que je lui dis, écoute, ça va aller, on passe à autre chose, je suis désolé, même si c'est pas ma faute, je vais chercher et essayer de creuser un peu. Bon, les 5 premières minutes, en général, je me fais envoyer bouler, mais après, au bout d'un moment, ça va. Ça commence à arriver. Le tableau est pas très glorieux pour moi, honnêtement. Mais si, t'es adorable. T'es franchement adorable. C'est une boule d'amour. Elle est toute rouge. J'aime bien quand il y a des déclarations d'amour dans le podcast aussi, en direct. C'est important, c'est important. Ça, c'est un peu de la guimauve pour le coup. Hein. Ouais. Allez, on avait dit sans guimauve. Allez, une petite cuillère. Ouais, juste une petite cuillère. La guimauve vegan, alors. Je sais même pas comment on fait la guimauve. Je sais même pas non plus. Je sais pas, mais je si déteste ça la existe, guimauve. En plus, moi, j'adore ça, ça me manque. Alors, s'il y en a, il faut absolument que j'en trouve. Très bien. Alors, vous pourrez mettre dans les commentaires sous le podcast si vous connaissez une marque de guimauve vegan, ça nous intéresse. Je prends. Super. Bah, merci beaucoup à tous les deux. J'ai passé un super moment. C'est déjà 1 heure, là ? Ah, 1h15, hein. Oh la vache, ça passe super vite. Ouais. Quand on discute de choses intéressantes, quand ça on passe parle de super soi, vite. ça passe vite. Ouais. Mais merci d'avoir parlé de vous parce que c'était très intéressant et je pense que ça va intéresser plein d'auditeurs et plein d'auditrices. Bah, j'espère aussi. Et puis, bon, c'est nous, quoi. Donc voilà. Et prenez soin de vous, les amis. Ouais, vous aussi. Merci beaucoup. À bientôt. Merci. Salut. À toi. Merci à toi d'avoir écouté cet épisode d'Histoire de couple. S'il t'a plu ou fait réfléchir, n'hésite pas à en parler autour de toi et à lui mettre plein d'étoiles sur ton appli de podcast préféré. C'est ce qui permettra au reste du monde de le découvrir. Pour ne rater aucun des contenus du magazine Rocky, le mieux c'est encore de t'abonner à notre incroyable, que dis-je, exceptionnelle newsletter. Je te mets le lien dans la description de l'épisode. Si tu as toi-même une histoire de couple un peu spéciale et que tu as envie de venir nous la raconter avec ton ou ta partenaire, tu peux m'envoyer un mail à l'adresse suivante: salut@rockymag.com. Salut, ça s'écrit S-A-L-U-T et Rockymag, R-O-C-K-I-E-M-A-G. Et sinon, en attendant le prochain épisode, tu peux aller découvrir les 2 autres podcasts du magazine, Histoire de Daron et Rocky à écouter. D'ici là, je te souhaite des journées remplies d'amour et d'eau fraîche, ou de grenadine si c'est plus ton truc. À bientôt!